Elle m'a dit, je porterai ce que je veux, j'enverrai des messages à qui je veux, et je sortirai avec qui je veux. Si tu n'aimes pas ça, tu peux partir. Alors j'ai hoché la tête, fait ma valise, et je suis parti avant même qu'elle ait fini de se préparer. Quand elle est rentrée en titubant à l'aube, elle a enfin remarqué le placard vide et la note que j'avais laissée sur son oreiller. Mais tu as exactement obtenu ce que tu as demandé. La dernière chose que Chloé m'a dite n'était pas « je t'aime » ni « je suis désolé ». C'était une déclaration de guerre déguisée en déclaration d'indépendance. C'était un jeudi. J'étais assis au bord de notre lit, celui que nous avions choisi ensemble, les mains pendantes entre les genoux. La chambre sentait son parfum, quelque chose de marquant et de cher que je lui avais offert pour son anniversaire l'année dernière, mêlé à l'odeur légèrement métallique de la laque. Elle se tenait devant le miroir en pied, une silhouette soigneusement composée dans une petite robe noire qui n'était même pas si courte que ça. C'était le genre de robe qu'on porte pour entendre un verdict, pas pour aller prendre un verre. Depuis des semaines, je vivais dans un brouillard de désespoir silencieux. Les messages qui la faisaient sourire à son téléphone, avec un petit arc secret des lèvres, l'écran qui s'éteignait dès que j'entrais dans la pièce. Les soirées entre filles qui commençaient à 20h et se terminaient par son retour titubant à 4h du matin. L'odeur d'un autre bar, la fumée de cigarette d'un autre homme imprégné dans son manteau. Un nouveau nom, marque du club de sport, qui revenait dans les conversations avec une fréquence décontractée qui ressemblait à des gouttes d'acide. J'avais essayé d'en parler la semaine dernière. Avec douceur, du moins je le croyais. Mais tu as l'air distante ces temps-ci. Tout va bien? Elle avait poussé un long soupir épuisé, qui m'avait aussitôt fait me sentir tout petit. Mon Dieu, encore ça? Non. Je vis ma vie, Alex. Je ne dois pas te rendre compte de mon emploi du temps à présent. Alors j'avais tout avalé, comme d'habitude. Mais ce soir-là, en la voyant enfiler cette robe, celle-là même qu'elle avait un jour qualifiée de « réservée à une occasion très, très spéciale », et désormais portée pour un simple jeudi avec Jess et Sarah, quelque chose en moi s'est finalement brisé. Pas avec un rugissement, mais avec un éclatement silencieux et définitif. « Chloé » ai-je dit, d'une voix étrangement calme, même à mes propres oreilles. « Où vas-tu ce soir ?» Elle a croisé mon regard dans le miroir, le regard froid et évaluateur tandis qu'elle appliquait une dernière couche de rouge à lèvres rouge sang. « Sortir avec les filles. » Je te l'ai déjà dit. Elle portait la robe d'anniversaire. « C'est ma robe. Je porterai ce que je veux. » Un geste désinvolte du poignet. La froideur m'a frappé comme une gifle. J'ai pris une profonde inspiration. Le dernier souffle de l'homme qui essayait encore. Et Marc sera là. Ses mains se sont figées. La chambre est tombée dans un silence total, à part le bourdonnement de la lumière au plafond. Elle s'est lentement tournée, s'appuyant contre la coiffeuse, croisant les bras. Sa posture n'était pas défensive, mais de confrontation. Une reine considérant le défi d'un paysan présomptueux. Qu'est-ce qu'il a, Marc? C'est juste, je vois beaucoup son nom. Tu parles beaucoup de lui. Tu envoies des messages à quelqu'un là, tout de suite. Tu souris comme. Ma phrase s'est éteinte, les mots semblant pathétiques même pour moi. Son rire fut bref, sans humour. Voilà, l'inquisition commence. Laisse-moi te dire les choses clairement, Alex. Elle s'est avancée d'un pas, chaque mot un projectile précis et délibéré. Je porterai ce que je veux. Un geste le long de son corps. J'enverrai des messages à qui je veux. Elle a attrapé son téléphone sur la coiffeuse et l'a agité, l'écran allumé montrant un message non lu. Et je sortirai avec qui je veux. Elle a fait une pause, laissant l'ultimatum flotter dans l'air parfumé. Son regard est resté accroché au mien. Pour la première fois, je n'ai pas vu la femme que j'avais aimée pendant 3 ans. J'ai vu une étrangère, excitée par sa propre cruauté, confondant ma dévotion avec un emprisonnement et mon inquiétude avec du contrôle. Elle prenait du plaisir à ça. C'est ma vie, a-t-elle dit, sa voix tombant à un chuchotement vénéneux. Je ne suis pas ta propriété. Je ne te dois aucun compte. Mon cœur, qui martelait mes côtes, s'est soudain immobilisé. Le chaos de douleur, de jalousie et de confusion n'a pas disparu. Il a simplement cessé d'importer. C'était comme si un circuit avait finalement surchargé et grillé pour de bon, laissant derrière lui une clarté silencieuse et glaciale. Le brouillard s'est dissipé. J'ai vu la chambre, le lit, la femme devant moi, avec une netteté absolue et brutale.
Elle a dû remarquer un changement sur mon visage, car son sourire suffisant a vacillé pendant une milliseconde. Elle a surenchéri, lançant la phrase finale, clairement répétée, celle qu'elle croyait capable de me remettre à ma place, repentant, soumis, mendiant des miettes d'attention. Donc, si tu n'aimes pas ça, a-t-elle conclu, un sourire froid et triomphant effleurant ses lèvres maquillées. Tu peux partir. Pendant un long moment, je l'ai simplement regardée. J'ai vu la fille pour laquelle j'avais roulé 2 heures au milieu de la nuit pour aller la chercher à l'aéroport. La femme qui avait pleuré sur ma chemise quand son chat était mort. Et puis, j'ai vu le fantôme qui se tenait maintenant devant moi, utilisant son visage comme un masque. Une paix profonde, presque surnaturelle, s'est abattue sur moi. Je ne l'avais ressenti qu'une seule fois auparavant. Un simple hochement de menton, lent, définitif. La plus légère ébauche d'un sourire a effleuré mes lèvres. Non de bonheur, mais de reconnaissance, d'un problème enfin résolu. Son sourire victorieux a figé, puis s'est tordi en confusion. Quoi? Mais j'étais déjà en mouvement. Je me suis levé du lit, les gestes souples et précis, nul besoin de drame. Je suis passé devant elle, assez près pour sentir une nouvelle vague de ce parfum coûteux, et me suis dirigé vers notre penderie partagée. J'ai tendu le bras vers l'étagère du haut et en ai tiré mon vieux sac de sport, celui qu'elle avait toujours détesté parce qu'il était usé. « Qu'est-ce que tu fais ?» Sa voix avait perdu son acier. Elle était teintée maintenant d'une note aiguë d'incrédulité. Je n'ai pas répondu. J'ai ouvert la fermeture éclair du sac et l'ai posé sur le lit. J'ai ouvert mon côté de la penderie et j'ai commencé à sortir mes affaires. Pas en vrac, mais pièce par pièce. Mes chemises habillées, mes jeans, mes pulls. J'ai plié chaque chose avec soin avant de la ranger dans le sac. J'étais un bibliothécaire, remettant silencieusement en rayon un chapitre de ma vie désormais et définitivement clos. Alex, arrête ça. Tu es infantile. Ce n'est pas drôle. Je suis passé à la salle de bain. Ma brosse à dents, mon rasoir, le déodorant inodore dont elle se moquait, tout est allé dans le sac. Je suis retourné à la table de nuit de mon côté. J'ai pris le livre que je lisais, une biographie d'une star du cinéma muet. J'ai pris la photo encadrée de mes parents. J'ai laissé celle de nous à la plage, les visages brûlés par le soleil et souriants. T'es incroyable. C'est une crise. Pourquoi tu ne veux pas que je change mes plans? Ces mots se heurtaient à la nouvelle cloison insonorisée qui m'entourait. La seule chose que j'entendais, c'était la voix calme et logique dans ma tête. Chaussettes, caleçons, passeport, chargeur d'ordinateur. En moins de 10 minutes, mon côté de la chambre avait été effacé. La penderie semblait immense. Ma table de nuit était vide, à part la lampe. Le sac était plein, la fermeture éclair tirée. Elle se tenait toujours près de la coiffeuse. Les bras ballants maintenant, la bouche légèrement entr'ouverte. Le scénario de la confrontation avait disparu, remplacé par une stupéfaction hébétée. Elle n'avait pas bougé. Elle portait encore la robe de la victoire, attendant le deuxième acte où je supplierais, où je me battrais, où je prouverais mon amour en supportant son mépris. J'ai passé la sangle du sac sur mon épaule. Il était plus lourd que prévu. J'ai jeté un dernier regard large et lent à la chambre. Mes yeux se sont posés sur le bloc-notes qu'elle gardait sur sa table de nuit pour ses listes de courses et ses citations inspirantes. Je m'en suis approché, j'ai pris son stylo chic et j'ai écrit 3 mots sur une feuille propre. Je ne l'ai pas regardé. J'ai plié le papier en 2, je suis allé jusqu'à son côté du lit et je l'ai déposé bien au centre de son oreiller. Puis j'ai tourné les talons et j'ai quitté la chambre. Alex, où est-ce que tu vas? N'ose pas me tourner le dos. Sa voix m'a poursuivi dans le couloir, montant dans les aigus, passant de l'agacement à quelque chose proche de la panique. Je n'ai pas ralenti. J'ai pris mon ordinateur portable dans le salon, mes clés dans le vide-poche près de la porte. J'entendais le claquement rageur de ses talons sur le parquet. « Tu vas revenir » a-t-elle crié. Les mots trempés d'une tentative désespérée de reprendre le contrôle. « Tu n'as nulle part où aller. Tu reviendras à 4 pattes demain, espèce de pathétique. » La porte d'entrée s'est refermée derrière moi, coupant sa phrase en plein milieu de l'insulte. Ce ne fut pas un claquement, mais un déclic ferme et final. L'air de la nuit était frais et silencieux. J'ai mis le sac dans le coffre de la voiture. Quand je me suis installé au volant, j'ai levé les yeux vers la fenêtre de notre appartement au 2e étage. La lumière était toujours allumée.
Je pouvais distinguer la forme floue de sa silhouette, là, à observer. J'ai démarré. Le moteur a ronronné bas. Je n'ai pas démarré en trombe. J'ai éloigné la voiture du trottoir avec la même délibération calme avec laquelle j'avais fait ma valise. Dans le rétroviseur, la fenêtre éclairée est devenue de plus en plus petite, jusqu'à n'être qu'un carré jaune de plus sur la façade de l'immeuble, puis elle a disparu. Le silence à l'intérieur de la voiture était immense. Ce n'était pas le silence de la solitude. C'était le silence du verdict prononcé, de la sentence exécutée. Elle m'avait donné un choix et, pour la première fois depuis très longtemps, je l'avais accepté. J'ai roulé une vingtaine de minutes sans destination précise en tête. Les rues n'étaient qu'un flou familier de néons et de phares. Un monde qui semblait identique, mais qui existait désormais de l'autre côté d'une ligne fondamentale. L'adrénaline, la clarté froide qui avait alimenté mon départ ont commencé à se retirer, laissant derrière elle un espace creux et résonnant dans ma poitrine. Ce n'était pas encore le deuil. C'étaient les simples vibrations résiduelles d'une détonation. J'ai trouvé un hôtel de chaîne près de la rocade, une boîte de lumière impersonnelle, sans aucun charme. La chambre sentait le produit d'entretien citronné et l'air confiné. J'ai laissé tomber mon sac de voyage au sol, le son étrangement fort dans ce silence absolu. Pendant un long moment, je suis resté simplement là, debout, à écouter le ronronnement du minibar. Puis, méthodiquement, j'ai commencé à m'installer. J'ai mis mon téléphone en silencieux. Je ne l'ai pas éteint, juste désactivé les sonneries. J'ai pris une douche si chaude qu'elle a rougi ma peau, lavant les dernières traces de son parfum et la tension de l'appartement. J'ai enfilé un jogging et un t-shirt, des vêtements qui semblaient vraiment miens, d'une manière qu'aucune de ces affaires partagées dans la penderie ne l'avait été depuis des mois. J'ai commandé un cheeseburger vraiment dégueulasse en room service et j'ai mangé chaque bouchée assis au petit bureau, à regarder la télé muette qui diffusait un programme de moments sportifs marquants. La normalité de l'acte manger, avaler, sentir le sel et la graisse me ramenait sur terre. Ça, c'était la vie. Ce geste simple, tranquille, solitaire. Personne ne me regardait manger. Personne ne soupirait parce que j'avais laissé du ketchup dans l'assiette. C'était juste moi et un mauvais hamburger dans une chambre silencieuse. Mon téléphone, face visible sur la table, s'est mis à s'illuminer. Un appel. Chloé. L'écran s'est allumé, a vibré, puis s'est éteint. Une minute plus tard, il s'est rallumé. Et encore. Après le 4e appel, les messages ont commencé à arriver, vibrant en rafales rapides contre le bois de la table. 22h47, où es-tu? C'est pas drôle. 22h49, mon placard est. Tu as pris mes escarpins noirs? T'as intérêt à ne pas avoir pris mes escarpins, Alex. 22h53, décroche. Il faut qu'on parle. Tu exagères. 23h21, sérieux? Tu fais la gueule maintenant? Super mature de ta part. 23h45, je suis rentré. Où es-tu? Je les ai lus avec une curiosité distante, comme un anthropologue étudiant les rituels d'une tribu inconnue. L'inquiétude n'était pas pour moi, ni pour nous. Elle était pour sa soirée interrompue, pour les chaussures disparues. L'épicentre de sa crise était la penderie, pas la relation. J'ai repris une bouchée du hamburger. Le téléphone s'est de nouveau allumé pour un dernier appel à 3h17 du matin. Je l'imaginais rentrant en titubant, l'adrénaline de la soirée évaporée, remplacée par l'alcool et la réalité qui s'imposaient. C'est probablement à ce moment qu'elle avait vu le mot. Je l'imaginais prenant le papier, le dépliant, lisant ces 6 mots sous la lumière de la lampe de chevet. Tu as eu ce que tu as demandé. L'appel a été transféré sur la messagerie. Je ne l'ai pas écouté sur le coup. Je me suis finalement endormi, d'un sommeil profond, sans rêve, de pur épuisement. Pas sur mon côté du lit, mais exactement au centre d'un grand lit king size d'hôtel. Le lendemain matin, sous la lumière froide et pratique du jour, j'ai écouté le message. Sa voix était pâteuse, épaisse de larmes et d'autres choses. Peut-être du cabernet. Alex, mon Dieu. Le placard est tellement vide. T'es vraiment parti? Tu es juste parti? Après tout ça, je ne voulais pas revenir à la maison. Il faut qu'on parle. S'il te plaît, reviens juste à la maison. Je suis désolé. Tu as mal compris. Reviens à la maison et on réglera ça. Le ton était complètement faux.
Ce n'était pas le regret de quelqu'un qui avait utilisé la cruauté comme une lame. C'était la lamentation confuse d'un enfant qui a cassé un jouet et qui est choqué qu'il ne se réassemble pas tout seul. Désolé que tu aies mal compris. Pas « désolé pour ce que j'ai dit ». Pas « désolé d'avoir voulu dire ça ». J'ai supprimé le message. J'ai bloqué son numéro. La semaine suivante fut une étude en logistique surréaliste. J'ai utilisé mes économies pour verser la caution d'un petit studio meublé de l'autre côté de la ville. Il donnait sur un mur de briques et le son lointain d'un train, mais il était à moi. J'ai prévenu l'agence de la résiliation du bail commun et j'ai payé ma part du dernier mois pour éviter toute complication légale. J'ai contacté les fournisseurs d'internet et d'électricité pour retirer mon nom des contrats. C'était une euthanasie administrative, mettant fin à la vie partagée point par point. Je me suis permis un seul écart. Une semaine après, un moment morbide de curiosité. J'ai débloqué son numéro, juste le temps de voir le torrent d'appels et de messages accumulés. Puis, j'ai ouvert Instagram. La nuit de mon départ, elle avait publié quelque chose. Une photo floue et bondée montrant un cocktail. Ses ongles, ce rouge sang, enroulés autour du verre. La légende, je vis ma meilleure vie. #free, #negativity free, #godzone. Les commentaires de son cercle étaient un cœur d'émoji, feu, et de « Yas Queen » de la part de Jess et Sarah. Les publications des jours suivants racontaient une histoire plus subtile, une image citation sur les tempêtes avant le calme, une selfie où le sourire n'atteignait pas ses yeux. Légende, j'apprends à être mon propre havre de paix. Puis, 5 jours après mon départ, un nouveau visage est apparu. Marc. Une selfie à la salle de sport tous les deux, sa joue contre son épaule, son biceps contracté près de son visage à elle. Lui, avec une expression narquoise. Elle, avec un air victorieux, mais ses yeux semblaient frénétiques, comme ceux de quelqu'un s'accrochant à une bouée de sauvetage. La légende, quand tu passes en première classe. Avion. Je n'ai rien ressenti. Aucune jalousie, aucune colère. Juste une pitié légère, clinique. Elle avait troqué un lien réel, bien que sous-estimé, contre la validation tapa accent grave l'œil d'un homme qui la considérait clairement comme un trophée à exhiber. J'ai fait une capture d'écran. Pas par vengeance, mais comme un reçu, une preuve finale. Puis je l'ai bloqué sur toutes les plateformes dont je me souvenais. Le silence qui a suivi fut la chose la plus précieuse que j'ai jamais possédée. 3 semaines dans cette nouvelle existence tranquille, mon téléphone a sonné. Un numéro inconnu. Je venais de rentrer d'un jogging, ma nouvelle routine, le rythme régulier des pas sur l'asphalte, une thérapie dont je n'avais jamais eu besoin avant. J'ai répondu, encore essoufflé. Alex, mon Dieu, tu as répondu. C'était Lise, l'amie la plus toxiquement loyale de Chloé. Sa voix était un chuchotement théâtral. Lise, dis-je en prenant une gorgée d'eau. Écoute, je sais que je ne devrais pas appeler, mais je suis inquiète pour elle. Je suis inquiète pour vous deux. Il n'y a pas de nous deux, Lise. Oh, ne sois pas comme ça, répliqua-t-elle comme si j'étais un ado boudeur. Là, elle est un désastre, Alex. Une vraie tragédie. Tu dois l'appeler. Je suis resté silencieux, laissant le poids du silence grandir à son tour de ligne. Elle a poursuivi, trébuchant sur ses propres mots. Ce Marc, un opportuniste, un vrai. Il a disparu. Genre, évaporé. Après que, tu sais. Elle a baissé la voix encore plus. Après qu'il a obtenu ce qu'il voulait. Elle est allée chez lui et une autre fille a ouvert la porte. Tu imagines l'humiliation? Je pouvais parfaitement l'imaginer. Je n'ai rien dit. Les filles de cette nuit-là, celles avec qui elle était sortie? Elles l'ont complètement lâchée. Elles ont dit qu'elle était devenue trop drama, trop collante. Tu y crois? Le ton de Lise suggérait que je devais m'indigner en défense de Chloé. Je ne l'étais pas. Je comprenais parfaitement. Chloé avait confondu des applaudissements avec de la loyauté. Elle est un désastre au travail, a continué Lise, motivée maintenant plus par les commérages que par l'inquiétude. Elle a eu un avertissement pour avoir loupé un délai, et elle a fondu en larmes en réunion quand son chef l'a reprise. Elle ne fait que rester dans l'appartement à pleurer et à regarder des films tristes. C'est pathétique. Le mot est resté suspendu dans l'air. Pathétique. Même son amie la plus loyale n'avait pu éviter la vérité. Elle ne fait que répéter qu'elle a fait une énorme erreur, que tu avais raison sur tout, qu'elle a été stupide.
Elle a besoin de toi, Alex. Tu as toujours été le stable. Tu dois arranger ça. Voilà le cœur du problème. Pas, je t'aime. Pas, tu me manques. Mais, tu étais le stable. Tu dois arranger. Je n'étais pas un partenaire à aimer. J'étais une fonction à remplir, un concierge émotionnel engagé pour nettoyer le désordre qu'elle prenait plaisir à créer. Merci de m'avoir prévenu, Lise. Ma voix était plate, polie. Le ton d'un agent mettant fin à un appel. Il y eut une pause choquée de l'autre côté. C'est tout? Merci de m'avoir prévenu? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Elle souffre. Je prends note de l'information, ai-je répété avec une neutralité absolument professionnelle. Prenez soin de vous. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse protester. J'ai bloqué le numéro immédiatement. L'intrusion dans ma paix avait résonné comme une violation, mais ma détermination n'avait pas vacillé. Elle s'était cristallisée, se transformant en diamant. Plus tard ce soir-là, la pièce finale de l'effondrement public de Chloé m'est parvenue. Un message de mon ancien voisin, Dave. Un type bien, qui me lançait toujours un regard de connivence quand la voix de Chloé traversait le couloir. Les mec, j'espère que ça va. Juste pour te prévenir, j'ai vu une affiche la louer à son ancienne fenêtre aujourd'hui. L'agence a dû finalement en avoir marre. Dingue. Je l'ai remercié et suis resté à fixer le message. L'appartement. Notre appartement. La scène de sa dernière performance. Elle perdait pied. Elle ne pouvait pas se le payer seule. Pas avec le train de vie qu'elle menait, pas avec cette nouvelle tâche sur son dossier professionnel. On la forçait à abandonner le décor de notre drame, l'espace physique où elle s'était sentie assez puissante pour lancer son ultimatum. Le karma n'était pas un éclair tombant du ciel. C'était une marée lente et inévitable, rongeant le sol sous ses pieds. C'était la conséquence de ses propres paroles, de ses propres choix, présentés dans la monnaie froide et dure du loyer, des amitiés et du respect de soi. Elle voulait la liberté des liens de mon attention. Maintenant, elle se noyait dans l'immensité absolue et sans limite de cette même liberté. J'ai éteint mon téléphone. Dehors, à la fenêtre de mon nouveau studio, le sifflement lointain d'un train a retenti un son solitaire, constant. Il ressemblait à du mouvement. À un départ. J'étais déjà parti. Le premier contact fut une fissure dans le barrage. Après l'appel de Lise, les tentatives commencèrent pour de bon, s'infiltrant à travers les murs numériques que j'avais construits. Une semaine plus tard, un nouveau numéro m'envoya un message. Je sus que c'était elle avant de lire. La cadence était un fantôme dans la machine. Numéro inconnu, c'est moi. S'il te plaît, ne m'ignore pas. Je n'arrive pas à croire que tu m'as simplement abandonné comme ça. On a construit une vie. Il faut qu'on parle. Je suis désolé que tu aies mal compris ce que je voulais dire. J'étais stressé. Tu sais comment je suis. J'ai regardé le message. Désolé que tu aies mal compris. L'hymne de la non-excuse. Ce n'était pas le stress. C'était la vérité. Enfin dit à voix haute. Je n'ai pas bloqué le numéro immédiatement. Je l'ai laissé là, comme un poisson mort dans la boîte de réception. Mon silence fut ma réponse. 2 jours plus tard, un autre message. Un nouveau numéro inconnu. L'appartement est si vide et silencieux. C'est horrible. Tu te souviens de notre voyage à Big Sur? On était si heureux. On peut l'être à nouveau. S'il te plaît, réponds-moi. La nostalgie utilisée comme une arme. Elle essayait de repeindre par-dessus la fresque sombre et finale de notre fin avec une vieille carte postale. Elle ne se souvenait pas de moi. Elle se souvenait d'un sentiment, d'un service que je lui avais rendu. La sensation d'être chérie sans avoir à en supporter le poids en retour. J'ai supprimé le message. Puis vint le message vocal, laissé à 23h un mardi soir. Sa voix était épaisse, tremblante, une performance de vulnérabilité en ruine. Alex, c'est Chloé. Je ne sais pas quoi faire. Tout s'écroule. J'ai dû rendre l'appartement. Je dors chez ma cousine et c'est humiliant. Marc, c'était un mensonge. Tout le monde était un mensonge. Tu étais la seule chose réelle. J'ai été si stupide. J'avais juste besoin de me sentir désiré. Et toi? Tu étais toujours là. Je t'ai pris pour acquis.
Je le comprends maintenant. S'il te plaît, on peut juste prendre un café? Juste parler. Je ferai n'importe quoi. Je t'aime. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. La confession était presque impressionnante par son absurdité égocentrique. Tu étais toujours là. Un meuble. J'avais besoin de me sentir désiré. Elle avait donc cherché le désir bon marché et tapa à accent grave l'œil d'un étranger, jetant l'affection profonde et constante que je lui offrais. Et le je t'aime final, désespéré. Une pièce qu'elle essayait de dépenser après avoir déclaré sa faillite émotionnelle. C'était la chose la plus honnête qu'elle ait jamais dite. Et tout ce que cela a provoqué en moi fut un léger effroi dégoût. J'ai sauvegardé le message vocal. Non pas comme un souvenir, mais comme une preuve. Une preuve pour moi-même de ce que j'avais laissé derrière. L'escalade était inévitable. Une semaine après le message, le même numéro inconnu a appelé pendant que je préparais mes repas dans la cuisine de mon studio, le son rythmé du couteau sur la planche à découper servant de métronome apaisant. J'ai répondu, distrait, pensant que c'était peut-être le syndic. Allô? Tu es heureux, maintenant? Sa voix était un cri déguisé, brut et déchiré. C'était le son du masque qui se brisait enfin. C'est ce que tu voulais, me détruire? Ma vie est en ruine. J'ai perdu l'appartement, Alex, mon boulot. Mes amis ont disparu. Je n'ai rien dit. J'ai posé le couteau sur le plan de travail. Lentement. Tu aurais dû te battre pour moi, a-t-elle hurlé, les mots lui déchirant la gorge. C'est ce qu'on fait quand on aime quelqu'un. Tu aurais dû me sauver de moi-même. Tu aurais dû m'en empêcher. Au lieu de ça, tu es juste parti, espèce d'égoïste. Voilà l'inversion brillante et absurde. Sa cruauté était maintenant ma faute. Ses choix, ma négligence. Dans le miroir déformé de son esprit, j'étais le méchant pour avoir accepté exactement les termes qu'elle avait établis. J'ai finalement parlé, d'une voix basse et plate, une pierre lancée dans son chaos. Mais tu m'as dit de partir si je n'aimais pas ça. Je n'aimais pas ça. Alors je suis parti. Le silence à l'autre bout du fil vibrait d'une énergie furieuse et incohérente. J'ai entendu un sanglot étouffé, un pleur de pure colère. Mais tu ne peux pas me retourner mes propres mots. Tu ne peux pas être calme, tu dois. J'ai raccroché. J'ai bloqué le numéro. Puis j'ai ouvert mon ordinateur et j'ai entamé la procédure de changement de mon numéro de téléphone. C'était l'heure. Le dernier fil, aussi effiloché fut-il, devait être coupé. La paix qui est descendue sur moi était plus profonde, renforcée. J'avais entendu la forme finale de sa colère. Ses vraies couleurs claquant au vent en guise de dernier salut. Il n'y avait plus rien à découvrir. 2 mois exactement après mon départ, une pluie froide et insistante d'automne tombait, rendant les trottoirs glissants et transformant les lumières de la ville en taches liquides. Je revenais de la salle de sport, une nouvelle habitude qui avait remodelé non seulement mon corps mais aussi mon esprit, mon sac sur l'épaule, un parapluie solide à la main. Mon nouvel immeuble était un ancien entrepôt réhabilité, avec une entrée sécurisée, une petite forteresse que je m'étais construite. En tournant au coin de ma rue, je l'ai vue. Elle était blottie sous la marquise étroite d'un café fermé, à côté de l'entrée de mon immeuble, trempée jusqu'aux os. Ses cheveux étaient plaqués sur sa tête, le mascara coulant entraîné noir sur ses joues. Elle portait un manteau fin et bon marché, inadapté à l'averse. Elle semblait plus petite, brisée, comme une poupée abandonnée. La femme du miroir avait disparu. Nos regards se sont croisés. Les siens se sont écarquillés. Une espérance frénétique et affamée y brillait. Elle a fait un pas chancelant en avant, s'avançant dans la pluie. Alex. Je n'ai pas arrêté de marcher, mais j'ai ralenti. Cela devait être affronté. Fuir n'aurait fait qu'alimenter son fantasme. Je me suis arrêté à quelques pas d'elle, la pluie tambourinant sur mon parapluie. Je ne lui offrais aucun abri. Ah, comment tu m'as trouvé? Ma voix était calme, détachée, comme si je lui demandais l'heure. Lise, elle a entendu par quelqu'un qui l'a entendu par Dave. Elle a croisé les bras autour d'elle, grelottante. Ses dents claquaient. Il fallait que je te voie. Il le fallait. Mais tu es trempé, ai-je constaté. Il n'y avait pas d'inquiétude, juste un fait. Elle a laissé échapper un sanglot mêlé de rire et de désespoir. Mais tu crois que ça m'importe? Regarde-moi.
Regarde ce qui m'est arrivé. J'ai tout perdu, Alex. Tout. J'ai attendu. Je n'ai rien dit. Le silence semblait la rendre plus désespérée qu'un cri n'aurait pu le faire. Elle s'est avancée, les mots dévalant sans contrôle, un éboulement désordonné. J'ai eu tort. J'ai tellement eu tort. Tu avais raison sur tout. Marc, les sorties, la façon dont je t'ai traité. J'ai été idiote. J'avais peur. J'avais juste besoin de me sentir désiré. Et tu étais si solide. Et j'ai cru que, je ne sais même pas ce que j'ai cru. S'il te plaît. Elle a fait un autre pas, sa main s'élevant pour toucher mon bras. J'ai fait un demi-pas en arrière, subtilement, maintenant la distance. Le refus l'a fait frémir comme si elle avait reçu une gifle. On peut juste monter, s'il te plaît? Juste pour parler. À l'abri de la pluie. J'ai si froid. On peut discuter. Je ferai n'importe quoi. J'irai en thérapie. J'arrêterai de sortir. Je vais redevenir la fille dont tu es tombé amoureux. Je te le promets. Donne-moi juste une chance de tout réparer. Ses yeux étaient immenses, des puits suppliants dans la pâleur de son visage. C'était une performance totale, une reddition absolue. À une autre époque, cela m'aurait détruit. Je lui aurais mis mon manteau sur les épaules, je l'aurais fait monter, préparé du thé et passé des mois à tenter de recoller les morceaux, assumant toute la culpabilité rien que pour faire cesser ses larmes. Maintenant, tout ce que je voyais, c'était l'urgence calculée. Elle n'offrait pas un changement, elle offrait un rôle, celui de la femme que j'avais aimée. Si cela pouvait la sortir du froid et la remettre dans la vie qu'elle avait elle-même incendiée. Je l'ai regardée en face. Je l'ai vraiment regardée pour la première fois depuis cette nuit, et j'ai ressenti l'absence finale, absolue. Pas de haine. Pas de pitié. De l'indifférence. Chloé, dis-je d'une voix ferme comme la pierre. Mais tu m'as dit exactement ce que tu voulais, le droit de porter, d'envoyer des messages et de sortir avec qui tu voulais. Tu m'as donné une instruction claire au cas où cela ne me conviendrait pas, que je parte. Elle ouvrit la bouche pour m'interrompre, mais je poursuivis, la précision silencieuse de mes mots tranchant la pluie et sa panique. J'ai suivi tes instructions. À la lettre. Je suis parti. Cette transaction est terminée. Ce n'était pas une transaction, sanglota TL, désespérée. C'était une relation. Non, corrigeai-je doucement. Ça a cessé d'être une relation au moment où tu as lancé un ultimatum, persuadé que je ne relèverais jamais ton bluff. Tu voulais une dynamique où ta liberté était absolue et ma dévotion inconditionnelle. Ce n'est pas un partenariat, c'est une prise d'otage. J'ai choisi de me libérer. Des larmes se mêlaient à l'eau de pluie sur son visage. L'homme que tu cherches, dis-je, celui qui s'inquiétait de tes tenues et de tes messages, celui qui restait éveillé à t'attendre, qui voulait construire une vie avec toi, il n'habite plus ici. Tu l'as expulsé. J'ai fait un léger geste de mon parapluie vers la porte sécurisée de mon immeuble. Ma vie maintenant est tranquille. Je ne surveille les vêtements ni les messages de personne. Je ne reste pas éveillé à attendre. Je vis, simplement. Et toi? Je la regardais droit dans les yeux, mon regard totalement clair, sans malveillance, sans affection, sans rien. Mais tu ne fais pas partie de cette paix. S'il te plaît, ne reviens plus ici. La finalité dans ma voix était une porte de fer qui se refermait. Je vis l'espoir frénétique dans ses yeux vaciller, puis mourir, remplacé par un effroi vide et croissant. Elle ne m'avait pas seulement perdu. Elle m'avait transformé en quelqu'un capable de la regarder se noyer sans rien ressentir. J'étais la conséquence vivante et respirante de ses actes. Je me suis retourné et j'ai parcouru les derniers pas jusqu'à la porte de l'immeuble. Je sortis mes clés. Alex. Le cri était pur maintenant, de la douleur brute. Je ne me suis pas retourné. Le bip retentit. La serrure s'ouvrit avec un clic solide et rassurant. Je tirai la lourde porte de verre et d'acier. Au moment où je franchissais le seuil du hall chaud, sec et bien éclairé, une voix m'appela depuis le couloir. « Hé, Alex, ils vendent un truc de dingue dehors, hein ?» C'était Maya, ma voisine du bout du couloir. Elle était en tenue de running, en train d'étirer son mollet contre le mur, le visage rosé et souriant. Vibrante. Indépendante. Elle ne m'avait jamais rien demandé d'autre que de signer pour un colis lorsqu'elle était absente. Je me tournai vers elle.
La porte commençait à se refermer derrière moi, scellant définitivement la vision de la silhouette trempée dans la rue. Un sourire authentique, léger, monta à mes lèvres pour la première fois depuis des mois. « Ne m'en parle pas, répondis-je, la voix chaude, légère. Un monde entier séparait ce ton de la froideur calme que je venais de laisser dehors. Ça tient toujours pour la rando samedi, si le temps s'améliore? Absolument. J'ai hâte. Elle sourit. La porte se referma avec un dernier clic étouffé. Le dernier bruit du dehors se perdit. Était-ce un sanglot, un cri, ou juste le crépitement de la pluie? Je ne le savais pas. Et je ne voulais jamais le savoir. Le hall était silencieux, chaud, propre. Le passé était de l'autre côté de la vitre, flou et indifférent, déjà emporté par les eaux de ruissellement. Je me dirigeais vers les ascenseurs avec Maya, parlant de sentiers de randonnée, mon sac de sport léger sur l'épaule, ma paix intacte, mon futur enfin à moi. Le fantôme avait été vu, reconnu, et congédié. Il n'avait aucun pouvoir ici. Commentaire Monsieur Reddit. Ah, l'amour. Quand soit toi-même devient soit une plaie ouvrante égocentrique et où je veux ma liberté et se traduit par je veux que tu paies les factures pendant que je collectionne les red flags comme des trophées. Notre héros a fait ce que nous rêvons tous de faire, prendre les gens en mot. Elle a voulu un partenaire sans condition, elle a obtenu un départ sans retour. La morale de l'histoire? Les ultimatums, c'est comme le papier toilette du discount, ça semble solide jusqu'à ce que tu aies vraiment besoin qu'il tienne bon.